Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Romain de Suppli. Bonjour Romain, Bonjour Serge. comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, sans aucun problème. Écoute, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, je suis le président directeur général et le cofondateur de Suppli, qu'on a créé il y a maintenant un petit peu moins de 4 ans. Très bien, quel moment t'as flippé? Écoute, Suppli est né d'une idée que j'ai eue quand je bossais en Chine pour le groupe Bocuse. J'ai un profil école hôtelière et je suis parti bosser en Chine pour le groupe Bocuse où je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques sur notre chaîne d'approvisionnement. Ok. On passait une demi-heure à une heure à passer des commandes tous les jours sur nos différents établissements de Shanghai et j'ai flippé parce que mes équipes prenaient ce temps-là pour pouvoir passer des commandes alors que on avait tous les jours les mêmes plats, on commandait tous les jours les mêmes produits et donc je me dis que c'était peut-être pas forcément utile de passer autant de temps. Comment j'ai flippé? Je me suis juste rendu compte que parce qu'on avait, des mêmes cartes et des mêmes produits, on pouvait peut-être automatiser le process et c'est là qu'est né, Suppli et du moins l'idée de pouvoir créer une plateforme sur laquelle, moi en tant que restaurant, j'aurais la capacité de pouvoir centraliser mes achats et d'économiser une demi heure par jour. Très bien. Et c'était une idée que tu avais depuis longtemps de devenir entrepreneur? Absolument pas. Comme je t'ai dit, c'est vraiment venu sur la pratique. Au début, c'était vraiment, une idée pour faire gagner du temps à mes équipes. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça soit avec, des gens en Chine que je connaissais ou même en rentrant en France avec des restaurateurs avec lesquels j'ai pu discuter, que le problème était le même, que c'était un gros marché. Tu as plus de 250 000 restos en France qui achètent pour un peu plus de 30 milliards d'achats alimentaires tous les ans et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. T'as fait l'école hôtelière de Bocuse, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'en as retenu et qu'est-ce que ça a pu t'apporter en fait pour ta startup? Bonne question. Écoute, de la rigueur tout d'abord. C'est une école qui te forme vraiment à la rigueur et au dépassement de toi. Ça m'a ouvert aussi l'esprit parce que partir en Chine à l'âge que j'avais, tout seul, pendant, X mois et gérer, des équipes d'une vingtaine, trentaine de personnes. Je devais avoir 21 ans à l'époque. C'était, pas si simple, mais ils m'ont fait confiance et je leur en étais hyper reconnaissant et puis tout simplement parce que c'est un petit peu grâce à eux aussi que j'ai pu, monter cette boîte donc ça m'a apporté pas mal de choses, ouais. Quels seraient pour toi les traits de caractère d'un entrepreneur? Savoir garder la tête froide. Je te prends un exemple, aujourd'hui on traverse la crise sanitaire que tu connais. Force est de constater que pas mal de restos ont fermé à partir de mars 2020. Or nous, tu sais la restauration, c'est un de nos marchés principaux, hein, entre autres. Et il a fallu beaucoup d'abnégation et garder la tête très froide pour, comprendre quels allaient être, nos relais de croissance de demain, comme quelle allait prendre la forme de l'entreprise et surtout trouver des solutions. Donc je dirais savoir garder la tête froide et la débrouillardise. On va parler un peu de Suppli. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Suppli? Écoute, Suppli, comme je te dis, est né de l'expérience que j'ai eue, en Chine dans le groupe Bocuse. Suppli, c'est très simple, c'est la première plateforme de vente en ligne pour les fournisseurs de denrées alimentaires. Pour les fournisseurs, on leur propose une solution qui va leur permettre de vendre en ligne leurs produits, OK? Ça peut être des primeurs, des bouchées, peu importe. Rungis en Très particulier. bien. Et de l'autre côté, c'est une application qui permet aux restaurateurs, à des boulangers, à des traiteurs, à des bouchers, enfin du moins des métiers de bouche, de pouvoir centraliser leurs achats sur une seule et même plateforme et de pouvoir trouver des nouveaux fournisseurs avec lesquels ils pourraient avoir envie de travailler. Vous êtes né en quelle année? On est né mi-2017, donc tu vois, la boîte a un tout petit peu moins de 4 ans. D'accord. T'as quelques chiffres à nous donner sur Suppli? Ouais, sans aucun problème. Suppli aujourd'hui, c'est français. On est leader français sur notre marché, on bosse avec plusieurs centaines de fournisseurs sur toute la France. C'est des grossistes qui font entre 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour d'autres, plusieurs centaines de millions de revenus, donc c'est des grosses boîtes. Et de l'autre côté, on bosse avec, plusieurs milliers d'établissements de bouche, que ce soit des restos, des bouchers et cetera. Majoritairement sur Île-de-France, mais pas que. On a beaucoup développé les régions, pendant le covid et c'est, une progression et une accélération qu'on voit là encore nettement. D'accord. Vous êtes combien de ces, On est un peu plus d'une vingtaine. vous êtes un peu plus d'une vingtaine? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu te différencies de ta concurrence et qui est ta concurrence, en fait, aujourd'hui? Écoute, nos premiers concurrents, ça va c'est rigolo à dire, mais ça va être les les ERP, les Sage, les SAP, qui vendent des outils de digitalisation, auprès des fournisseurs. Ils sont déjà chez les fournisseurs, ancrés chez les fournisseurs, ils leur permettent de se digitaliser leurs ventes. Sauf qu'en fait, si tu réfléchis un petit peu, pour un SAP, il va sûrement pouvoir mettre en place une application de vente en ligne pour le fournisseur, mais ce qui voudrait dire que côté restaurateur, tu vas avoir autant d'applications que tu as de fournisseurs. Ce qui fait peu de sens quand tu sais que le restaurateur, son besoin, c'est un gain de temps.
On a d'autres, concurrents qui sont des marketplaces et elles qui vont être vraiment, un canal d'acquisition supplémentaire pour les fournisseurs. Il expose son offre en ligne et ça lui permet de gagner des clients. Sauf qu'en fait, la problématique de la marketplace, c'est que dans la mesure où ils partent du produit, le seul et l'unique élément différenciant que tu vas pouvoir apporter, c'est pouvoir mettre un produit moins cher. Et donc ça veut dire tirer le revenu des fournisseurs plus bas, ce en quoi on ne croit pas du tout. Et tu as un troisième type de concurrence qui, elle, est auprès des établissements, que ça soit auprès des restos, les caisses enregistreuses, et cetera, qui, elles, veulent un petit peu changer le marché, en fait, et disent: «Bah, nous, on va t'apporter une solution qui va te permettre de passer tes commandes et parce qu'on va comprendre tes achats, on va pouvoir t'aiguiller sur, comment est-ce que tu pourrais mieux faire tes achats, gagner de l'argent, et cetera». Aujourd'hui, nous, on est la seule solution qui part du fournisseur, qui lui permet d'être présent sur un canal qui est multi-fournisseur, donc une plateforme sur lequel tout le monde est, et du coup sur lequel le restaurateur va pouvoir passer toutes ses commandes chez tous ses fournisseurs, sans pour autant mettre en concurrence tout le monde. Et ça a énormément de valeur pour les fournisseurs avec lesquels on bosse. Est-ce que tu as un exemple de business case à nous donner? J'ai un super business case, c'est une des boîtes avec lesquelles on a commencé à bosser en 2018. C'est une jolie boîte, c'est une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait un tout petit peu moins de 1000 établissements clients, qui commandaient régulièrement, et ils avaient la même problématique que tous nos clients actuels, à savoir un répondeur sur lequel transitent toutes les commandes. En fait, parce qu'ils étaient obligés d'écouter ce répondeur pendant 3 4 heures tous les jours, ça leur coûtait de l'argent, ça leur coûtait du temps, ça générait des erreurs. On a commencé à bosser avec eux en 2018, et aujourd'hui, ils ont plus de 60% de leur flux de commandes qui passe par l'application Supli. Ils économisent 2 euros chargés par commande qui ne transitent plus par le répondeur, qui est donc directement injecté chez eux. Et surtout, on note que leurs commerciaux, parce qu'ils sont plus des boîtes à messagerie à commande, ils arrivent à augmenter leur panier moyen de 10 à 15% sur des produits spécifiques et sur des clients spécifiques. Donc, tant du temps gagné que des économies opérationnelles sur les commandes, que de l'augmentation de panier moyen, parce qu'on englobe vraiment les commerciaux dans cette aventure-là. Du coup, est-ce que ça a donné, on va dire, des nouvelles, opportunités aux commerciaux de développer peut-être la relation client ou d'autres éléments? Non, tu as complètement raison, ouais. Effectivement, le commercial aujourd'hui, si tu veux, chez le grossiste, il joue un peu le rôle de tampon entre, la livraison et le client, c'est-à-dire qu'il va régler tous les problèmes. Il va prendre les commandes, il va régler les problèmes de livraison, il va régler les problèmes de paiement, et cetera. Sauf qu'en fait, bah, l'essence même d'un commercial, c'est pouvoir faire de la chasse et attirer des nouveaux clients. Et parce que, cet ordre établi a été mis en place par les grossistes, le commercial avait plus beaucoup de temps pour aller chasser des nouveaux clients. Et parce que, grâce à Suppli, il prend moins de commandes, parce qu'elle transite en direct, parce qu'il a une application qui lui permet de présenter ses produits, il a pu se remettre à la chasse. Il peut octroyer plus de temps de valeur avec ses clients pour leur présenter des nouveaux produits. Et donc, du coup, de facto, il fait augmenter les paniers moyens de ses clients. Ouais. C'est marrant parce que quand tu parlais du répondeur, ça m'a fait penser à moi, le nombre de fois où j'ai passé des commandes sur un répondeur. Ah, c'est un Je me système qui est sentais hyper seul, hein. répandu. Non, non, c'est un système qui est hyper répandu, hein. Et tu vois que j'ai découvert en Chine, donc à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, et qui existe dans le monde entier. Aujourd'hui, tu as pas un marché sur lequel, si tu veux, ils sont arrivés à imposer un système qui permettait, aux gens de n'échanger, autrement que par mail, répondeur, SMS, fax, et cetera. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais en restauration, à un moment, j'ai appelé, je voulais appeler un de nos fournisseurs, sauf que mon répondeur était plein. Ouais. Tu fais comment à ce moment-là, quand à 23 heures, tu dois passer une commande pour le lendemain? Ah, c'est vrai que c'est une vraie complexité. Et d'un côté, c'est un système qui fonctionnait, donc si tu veux, et qui fonctionne toujours, donc pourquoi le changer? De l'autre, on voit bien qu'aujourd'hui, surtout avec la crise qu'on traverse et avec les changements profonds et digitaux, qui vont être amenés par, bah, la modification de la société, la modification des habitudes professionnelles, les clients ont vraiment besoin de changer ce système de répondeur, c'est sûr et certain. Est-ce que Suppli offre, des indicateurs, par exemple, qu'un répondeur peut pas offrir aux restaurateurs et aux fournisseurs? Pour le restaurateur, et encore une fois, je prends le mot restaurateur, mais on a des bouchers, c'est pas exclusif. Pour le restaurateur, il va pouvoir trouver des promotions, du déstockage, donc ça va lui permettre de faire des coûts et diminuer, bah, ses coûts d'achat. Il va pouvoir avoir une estimation de la date à laquelle il va être livré et de l'heure à laquelle il va être livré. Ça a énormément de valeur pour lui. Et surtout, il va pouvoir faire un suivi actif des commandes qu'il a passées, réconcilier ce qu'il a commandé avec ce qui lui a été facturé. Et ça a énormément de valeur parce que, comme tu le sais, pour un restaurant, si tu prends son PNL, 30% du chiffre d'affaires, c'est le food cost, c'est le coût d'achat matière. Donc en fait, c'est hyper important pour un restaurant de pouvoir piloter ses coûts d'achat matière. Et de l'autre côté, pour répondre à ta question côté fournisseur, le fournisseur, bon, à part les économies d'échelle et opérationnelles que je te présentais, Suppli, ça peut devenir un canal d'acquisition commerciale
puisque, comme tu l'as compris, c'est une application avec un annuaire sur lequel on va présenter tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et parce qu'on présente ces fournisseurs, certains restaurateurs peuvent rencontrer, je sais pas, un crémier, un boucher, un primeur, avec lequel ils peuvent se mettre à travailler. Et ça, bah, pour un fournisseur, ça lui donne juste un canal d'acquisition et des nouveaux clients qu'il n'aurait pas gagnés sans nous. Incroyable. Incroyable. En fait, quels sont les changements qu'a apporté la digitalisation concrètement dans la relation entre le fournisseur et les restaurateurs? Je dirais plus de transparence, plus de pérennité, plus de fiabilité. Le restaurateur a compris qu'il devait faire ce changement-là bien en amont du fournisseur, je le pense. Parce qu'il a digitalisé sa relation clientèle avec la fourchette, parce qu'il a digitalisé ses livraisons avec des Deliveroo. Donc si tu veux, le restaurateur aujourd'hui, il est déjà digital et il comprend qu'il va devoir digitaliser aussi ses achats. Et par ramification, il l'a aussi fait comprendre, à ses fournisseurs. Ça ne veut pas dire que tu casses la chaîne humaine, bien au contraire, le restaurateur, il aura toujours besoin d'un conseil et ça, il y a que le fournisseur qui peut lui donner. Il aura toujours besoin d'être conseillé sur des nouveaux produits, ça, il y a que le fournisseur qui peut lui donner. Donc tu casses vraiment pas cette chaîne humaine qui a énormément d'importance sur ce marché-là, mais tu vas juste simplifier leurs interactions et leur faire gagner du temps. Et ça, pour des boîtes comme, les grossistes où ça bosse la nuit, c'est hyper important parce que c'est du flux tendu en permanence. Et pour des restaurateurs qui font des journées de 14 à 15 heures, gagner une demi heure, c'est pas neutre en fait. Non. Pas du tout, non. C'est même bien avec une demi-heure. Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui pour, nos amis les restaurateurs justement, de se doter d'une plateforme centralisée? Ah, si tu veux, avec la crise qu'on est en train de traverser, force est de constater que, les capacités d'exploitation et du coup le chiffre d'affaires, des restaurants va être capé. Ça, c'est un fait. Les restaurants, ils peuvent plus accueillir, des clients à table, donc ils sont obligés de faire de la livraison, de faire du click and collect, à emporter et cetera et cetera. Donc chiffre d'affaires qui est ultra capé et la seule et unique façon de pouvoir, bah, avoir un bilan équilibré, c'est, de pouvoir potentiellement, mieux gérer ton personnel, mieux gérer ta compta, mieux gérer tes encaissements, mais aussi mieux gérer tes coûts d'achat matière. Et parce que, nous permettons aux restaurants de centraliser tous ces achats et d'avoir une visibilité sur ce qu'ils ont dépensé sur le mois, sur, des fournisseurs avec qui ils pourraient travailler, mais aussi sur les, coûts de chacune des matières premières qu'ils vont acheter, ça leur permet de vraiment piloter, d'avoir vraiment une vision sur, où est-ce qu'ils se positionnent en fait, si bien sur leur niveau de trésorerie que sur l'équilibrage du bilan. Est-ce qu'ils font attention par exemple à tout ce qui est label? Ouais, c'est une grosse tendance de fond. Ouais, c'est une super bonne question. Il y a 5-10 ans, personne n'en parlait, où tout le monde pensait que c'était un effet de mode. Aujourd'hui, et encore plus avec le confinement, le manger local, le bio, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Parce que toi et moi, on en a envie. Parce que, le consommateur fait hyper attention à ce qu'il mange et donc le restaurateur, il doit se mettre, au même niveau. Il doit pouvoir proposer, une offre locale, il doit pouvoir donner l'origine de ses produits, il doit pouvoir valoriser aussi sa cuisine parce que la concurrence, elle est hyper forte et tous ces éléments-là, en fait, tous ces labels-là, lui permettent de valoriser son offre auprès d'une clientèle qui est toujours plus rigoureuse. J'imagine qu'il y a de plus en plus de labels aussi qui se développent. Ouais, complètement. Tu as tout à fait raison. Et comment on s'y retrouve dans tous ces labels? Comment elle s'y retrouve dans tous ces labels? Écoute, il y a les gros labels que tu connais, hein, qu'on connaît tous, qui sont, l'agriculture biologique, qui sont le label vegan, qui sont le label, manger local, fait à la maison et cetera. Je parle pour moi je me référence très souvent aux labels qui sont proposés par le gouvernement et par l'État et après tu as toute une nébuleuse de labels qui gravitent autour, qui sont pas pour autant pas intéressants, mais qui peuvent intéresser des marchés de niche, je pense et sur lesquels les restaurateurs, s'ils s'adressent à cette niche-là, feraient bien de se positionner parce que c'est un élément différenciant énorme. Tu nous as parlé tout à l'heure des consommateurs justement. Est-ce que, la consommation alimentaire des Français a évolué ces dernières années? Complètement. Mais je pense que tu le vois dans ton assiette. J'imagine. Ouais. Non, je pense que tu vois dans ton assiette, il y a la génération de nos parents ont découvert le supermarché et ont aimé la consommation, de masse qu'elle pouvait proposer, sans y apporter d'éléments négatifs, hein, je critique absolument pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on revient beaucoup à: «Qu'est-ce que je mange? Quelle est son origine? Est-ce que je fais vivre, la personne qui est à côté de chez moi versus est-ce que je fais vivre quelqu'un au Guatemala qui fait pousser des ananas?» Ça a de l'importance et encore plus dans le contexte de crise qu'on vit actuellement. Je pense que les gens sont d'autant plus impactés par le fait de faire vivre des gens autour d'eux plutôt que des gens qui sont, potentiellement dans des pays différents. Justement, comment font les fournisseurs du coup pour répondre à ces demandes? La clé de la réussite et la raison de l'existence du fournisseur, c'est qu'il par définition, il a un sourcing qui est incroyable. Pour donner une idée, un fournisseur chez nous en fruits et légumes, il va bosser avec 300-400 producteurs et c'est parce qu'il entretient ses relations avec ses producteurs, parce qu'il va leur acheter des stocks
parce qu'il va aller dénicher des nouveaux produits et en rencontrer des nouveaux, qu'il est l'agrégateur de toute cette offre et qui va avoir la capacité de la pousser auprès du restaurateur qui, lui, va potentiellement avoir des demandes, mais qui va aussi être nourri par les commerciaux et par les équipes de vente de ces fournisseurs-là. Donc le fournisseur, il a un rôle clé. Rôle clé parce qu'il peut faire vivre les producteurs qui sont autour de chez lui. Nous, on a énormément des fournisseurs avec les grossistes avec lesquels on bosse, qui ont cette dimension dont on aide les producteurs qui sont autour de chez nous et on valorise leur production. Mais ils doivent être aussi, et ils le sont, le moteur d'une consommation plus raisonnée, si tu veux. Ils aident leurs clients dans leur transition biologique en leur proposant des nouveaux produits. Ils aident leurs clients dans leur transition, mais dans leur mentalité, en leur proposant des produits qui sont toujours de production plus locale, à des prix raisonnables. Et ils les aident aussi dans leur mode de commande. Je te parlais de la commande tout à l'heure qui était faite tous les jours la nuit. Et quand tu passes une commande tous les jours la nuit, que tu t'es pas forcément pris à l'avance, bah forcément tu commandes tous les jours. Et parce que tu commandes tous les jours, tu as un camion qui distribue des produits tous les jours chez toi. Et parce qu'il y a un camion, tu pollues. Et en fait, les fournisseurs sont moteurs là-dessus en disant écoute, plutôt que de passer une commande tous les jours, tu vas passer une commande tous les 3 jours. Et ça permettra, toi, d'alléger tes coûts. Et nous, ça nous permettra surtout d'éviter de déplacer des camions vides dans Paris. Et ça, ils sont vraiment moteurs là-dessus. J'imagine que ça a dû aussi modifier peut-être les travail des producteurs ou ça a dû se transformer aussi pour s'adapter à ces nouveaux besoins. À quel niveau tu penses? Par exemple, tout ce qui est agriculture raisonnée, on va peut-être arrêter de mettre des OGM partout ou mettre certains produits et peut-être que ça va prendre plus de temps, mais du coup, on va essayer de faire différemment, vendre peut-être plus cher pour justement répondre aux besoins des grossistes parce que les restaurateurs en ont besoin et les restaurateurs par rapport à la demande des consommateurs. Tu veux dire que les méthodes de production ont changé? Bah peut-être, je sais pas, je me pose la question. Non, c'est une certitude, les méthodes de production ont changé. Si tu prends juste le prisme du vin, par exemple, le vin, il y a 20 ans, quand on parlait de vin nature ou de vin sans sulfite, tout le monde te riait au nez en disant: «Bah, c'est pas du vin, c'est du jus de raisin, tu peux pas le garder, c'est pas bon» et cetera. À force est de constater aujourd'hui que, les personnes qui ont pris ce créneau-là, que ce soit le nature, le biologique et cetera, c'est des personnes qui ont le vent en poupe. C'est les pas les plus gros, mais c'est des gens qui ont des croissances assez fortes et c'est ce que cherchent les producteurs aujourd'hui. Donc c'est ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui. Donc oui, les modes de consommation et les modes de production ont changé et ceux qui ont pris le tournant et il y a 10 ou 15 ans vont être les premiers bénéficiaires de ces changements, c'est clair. Et est-ce que les agriculteurs ont pris le vent de la digitalisation ou de l'innovation technologique, par exemple? Alors, difficile pour moi de t'en parler parce que je remonte pas jusqu'à aussi haut dans la chaîne. Je sais qu'il y a des initiatives qui se lancent avec, j'ai vu un projet il y a pas très longtemps, d'une personne qui mettait des capteurs de température, d'hygrométrie et cetera dans les champs pour, raisonner l'arrosage et ne pas, arroser en permanence. Ça, c'est des technologies qui peuvent aboutir à moins de pollution, moins de gaspillage d'eau et cetera. Je suis persuadé que, toute la technologie qui peut être déployée sur l'agriculture est à son plein boom en ce moment. C'est ultra cool comme exemple. C'est franchement ultra cool, ça suffit largement. On traverse une période de crise Ouais, avec le Covid. ouais. On voit tous les restaurants qui sont fermés, en espérant qu'ils réouvrent très rapidement. Ça va être quoi les répercussions sur du long terme pour le marché de la restauration, cette crise? Écoute, là, je te parle avec mon prisme et ça n'engage que moi. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, tu as un peu plus de 60% de la restauration que nous, on observe, hein, donc ces chiffres-là sont ceux que nous, on observe, qui est fermée. Cette restauration-là, ceux qui devaient réouvrir et faire du emporter ou de la livraison ont déjà réouvert. Donc on considère que ces 60% là, soit ils vont réouvrir quand la restauration à table va se remettre en marche, soit ils ne réouvriront pas. Ce qui veut dire que potentiellement, tu as 60% du marché qui ne réouvrira pas. Et ça, bah, c'est le gros point d'interrogation du marché en fait. C'est est-ce qu'il va repartir quand les gens souhaiteront retourner au resto? Et est-ce qu'ils vont souhaiter retourner au restaurant à table? Ou est-ce qu'ils ne le redémarreront pas? Et s'ils redémarreront pas, en fait, ça va tout simplement, bah, créer une nouvelle dynamique. Je pense que la livraison et le à emporter sont des tendances plus de fond, mais vraiment des vraies tendances. Tout le monde a envie de consommer, autrement chez lui, a envie de pouvoir consommer de la restauration chez lui, enfin dans divers lieux que simplement à table. Je pense que la livraison, elle est à son pic aujourd'hui, tu peux pas faire plus. Enfin, le nombre de livreurs que je vois aujourd'hui, c'est incroyable. Je me pose juste la question de savoir, oui, comment est-ce que ces restaurateurs, s'ils ne réouvrent pas, vont faire pour tenir? Parce que je pense que les aides du gouvernement aujourd'hui, elles sont bien, mais elles sont limitées pour des grosses structures qui ont des coûts fixes, hyper lourds. Et quand ils vont réouvrir, qu'est-ce qui va advenir de notre mode de consommation? Est-ce que toi et moi, on va retourner à table? Pour ma part, oui. Est-ce que ça sera le cas de tout le monde? J'en sais rien. Est-ce que ça a un impact pour Suppli justement, cette fermeture des restaurants? C'est un impact, mais alors pas celui que tu penses. C'est un impact plutôt positif, c'est notre chance dans la malchance.
C'est que nous, on a compris dès le 15 mars que cette crise-là, elle n'était pas uniquement pour quelques semaines, qu'elle allait s'ancrer et qu'il allait très vite falloir aller chercher des canaux de croissance autres que la restauration, à table. On a très vite, pris le pli de la restauration à emporter, restauration à livraison, avec des partenaires, qu'on peut citer qui sont, le groupe Chèque Déjeuner par exemple ou le groupe Uber Eats, qui nous apportent, une visibilité, une reconnaissance auprès de ces restaurateurs qui sont restés ouverts. On a aussi apporté, une offre différenciante, à ces personnes-là en leur disant: «Bon voilà, aujourd'hui, vous allez pas faire le chiffre d'affaires que vous faisiez avant. Vous allez devoir limiter vos coûts. Vous allez devoir limiter le nombre de personnes que vous avez en salle, en cuisine et cetera. Et vous allez devoir forcément faire plus attention à vos dépenses, notamment sur les matières premières». Et nous, si tu veux, on s'est vraiment positionné comme l'expert et la plateforme de référence qui leur permettait d'avoir une vision 360 sur leurs achats, qui leur permettait de les maîtriser et ce qui leur permettait de tenir, en fait, tout simplement. Très bien. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si tu devais me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui? Écoute, j'ai pensé à quelqu'un, justement, la personne à laquelle je pense, c'est, quelqu'un qui développe, la technologie, d'agriculture dont je viens de te parler, qui s'appelle Sébastien Desmèches, j'espère pas froisser son prénom. Il a monté, une agtech, à Marseille, je suis sûr et certain qu'il sera hyper content de pouvoir partager, des chiffres sur l'agriculture de demain et l'agriculture d'aujourd'hui et la façon dont elle se digitalise. Je t'enverrai son contact. Ah, avec plaisir. Le prochain grand flip, c'est pour quand? Comme je te l'ai dit, on a largement accéléré notre développement au national depuis, maintenant le début du 1er confinement. On recrute, toujours plus. On cherche du monde pour pouvoir, aller chercher toujours plus de grossistes, aller chercher toujours plus d'acheteurs. Merci beaucoup Romain d'être venu sur Flip. Merci à toi Serge. Et je Salut. te souhaite plein de courage et on rappelle, t'es le fondateur de Suppli. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand?